Chers petits observateurs, s'il y a bien une question que l'on se pose tous aujourd'hui avec l'arrivée de la voiture électrique, c'est de savoir si les batteries sont réellement recyclables. On lit tout et son contraire et c'est très difficile de se faire une opinion. Alors on a eu de la chance parce qu'il y a quelques jours, POA a été invité par l'ADEME, qui est l'Agence pour l'environnement française, et qui avait fait une journée de formation sur ce thème de recyclabilité des batteries. Il y avait à la fois des géologues, il y avait à la fois des sociétés qui font déjà du recyclage et des experts économiques. Alors j'ai voulu vous rapporter ce que j'avais compris de cette journée. On en a parlé dans le Café Garage, qui est notre émission phare sur POA, mais tout le monde ne nous connaît pas. C'est une émission qui est tournée dans un café. On a voulu extraire juste ce sujet-là. Alors, on s'excuse d'avance parce que c'est tourné donc, dans la vraie vie, il y a un peu de bruit derrière. Mais vous verrez, je suis interviewé par mes trois associés, Floriane Brisabois, Julien Rosburger et Cédric Fréhour. Mais en 20 minutes, on comprend mieux que c'est un sujet qui n'est ni blanc ni noir, qui est plutôt gris. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Mais je trouve que ça donne un éclaircissement qui est important. Voilà, vous allez pouvoir revoir cette émission dans son intégralité et on en reparlera très prochainement parce qu'à mon avis, le sujet n'a pas fini d'évoluer. Est-ce qu'on peut recycler les batteries ou pas? Oui ou non? Et justement, ta question elle est vachement intéressante parce que c'est oui, mais. C'est-à-dire que c'est pas, on ne fait pas quelque chose qui repart à 100% tout neuf et ça pose plein de questions derrière, si tu veux. Il y a déjà une chose que les gens ne savent pas, je vais peut-être te laisser la caméra, Julien, mais il faut savoir que l'obligation, en fait, il y a deux choses dans le recyclage. Il y a la collecte et le recyclage. C'est l'Europe qui est le plus en pointe, qui a créé des normes en disant il faut au moins collecter 45% des batteries à venir et les recycler à 75%. J'ai appris par exemple qu'aux États-Unis, à part 3 États où on t'oblige à recycler mais pas à collecter, tu as le droit de prendre une batterie et l'enfouir dans la terre. Je ne savais pas, par exemple. Et le deuxième pays qui va être le plus en pointe, c'est la Chine, parce qu'effectivement, eux, qui possèdent globalement le marché de la création de la batterie, sont en train de créer des process et vont obliger les constructeurs, quand ils vont mettre une voiture électrique sur le marché, à gérer tout le recyclage. Mais ça pose plein de questions. On va y venir, mais j'étais déjà très surpris de ça. Et en fait, quand on parle de recyclage de batteries, ça, il faut comprendre aussi que pour les économistes, c'est un marché qui va exploser dans 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de voitures avec des batteries électriques. En fait, les batteries ont une bonne durée de vie. Pour le moment, on parlait de 10 ans. On est en train de se rendre compte sur des Prius ou d'autres, des voitures, elles peuvent faire davantage. Et qu'en fait, le gros du marché, parce que c'est quand même un marché économique, comment on va recycler tout ça, est-ce qu'il y en aura assez de volume? Et en fait, quand on parle de recyclage de batteries, et la France est bien placée, en Europe, il y a 4 grosses sociétés qui font ça, dont 2 en France, dont une filiale de Veolia. Aujourd'hui, ils recyclent surtout des batteries de téléphone. Ouais, tu as 2 moyens de recycler aujourd'hui, donc tu as 2 sociétés françaises, comment on fait? Le premier, c'est ce qu'on appelle la pyrométallurgie. Donc en fait, on les brûle, ces batteries. Vous savez qu'un pack batterie, en fait, c'est une caisse en aluminium, en général, dans laquelle il y a des cellules qui ressemblent à des piles. Vous pouvez en mettre 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800 dans les Tesla, ou 3000, je sais pas. 8000. Ouais, 8000. Bon. Et ces petites piles-là, dans lesquelles, en fait, fondamentalement, quand on parle de recyclage, ce qu'on veut récupérer, c'est les minerais. C'est-à-dire que dedans, tu as du cobalt, tu as du nickel, tu as du manganèse, et un peu de lithium, mais très peu en fait. C'est surtout du cuivre pour les connecteurs et tout. Et c'est ça qui a de la valeur, parce que ces métaux-là, on ne les a pas. À cause, ils viennent de Chine, ils viennent d'Amérique du Sud, etc. Et il y a même la France, ça c'est vraiment génial, a créé le COMES, le Comité des métaux stratégiques, parce qu'on espère à terme, en récupérant ces métaux des batteries usagées, créer un petit stock de métaux qui deviennent des métaux stratégiques. Donc ces petites piles, on va les brûler de façon très 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 chaude. Et après, on arrive à récupérer l'alliage dans lequel il y a du cobalt, du nickel et du manganèse, par des différents procédés chimiques. Et tiens-toi bien, il y a des cendres, et dans les cendres, là, il y a du lithium, et ça demande un traitement qui coûte très cher. Alors cette technique-là, qui est à peu près maîtrisée, qu'on fait avec les petites batteries, il faut savoir 2 choses. Elle est extrêmement consommatrice d'énergie, parce qu'en fait, on chauffe à mort, et surtout, les fumées les usines qui font ça. Non, mais j'ai oublié le terme, mais c'est Céveso 1, je sais pas quoi. C'est comme une centrale, c'est pas une centrale nucléaire, mais comme un truc, il faut pas que ça explose. Il faut 25 filtres. Si jamais ton usine a des fuites de trucs, en fait, parce que ça dégage des cochonneries, il faut vraiment traiter aussi bien. C'est-à-dire que oui, on recycle, mais à quel coût énergétique et avec quelle dangerosité. Bon. Cette technique-là, c'est pratiquement celle qui est le plus utilisée. Bon. Aujourd'hui, encore une fois,
pour des petites batteries. Alors ils le font avec des batteries usagées, ils font des tests parce qu'ils cherchent même plus la avec, meilleure. avec les piles Ouais, voilà. du quotidien en fait. Voilà. Et puis il y a une deuxième qui s'appelle l'hydrométallurgie, qui est plus complexe, plus fine, mais qui en gros... On met tout dans les océans. Non, c'est de la chimie. C'est-à-dire que si on connaît la composition des cellules et des sels dedans, en fait, parce que ce sont des sels de minerais, on peut faire des bains chimiques. On sait si jamais tu as 10% de cobalt, 3 de manganèse, etc. En faisant de la chimie, on arrive à dissocier chacun de ces métaux et à les récupérer même de façon très pure. Parce que pour les batteries, il faut des matériaux purs à 99,9%. Et dans le premier cas, ils ne sont pas assez purs, donc on les revend en Chine 5 fois moins cher, tiens-toi bien, qui eux les traitent dans des endroits où je ne te dis pas le taux de pollution et de cancer, et ils nous les renvoient. Donc l'hydrométallurgie c'est très bien, sauf que, là c'était les spécialistes qui disaient, il faut connaître exactement ce qu'on appelle, j'adore les présentations, ce qu'on dit des mots savants. On a des problèmes avec les politiques d'entrants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait on t'envoie une batterie mais on ne connaît pas sa composition. Pourquoi? Parce que c'est ultra secret. Donc tu es obligé de te dire, ah ouais, mais attends, il y a combien? Donc on fait des petits tests et puis tu as intérêt, les mecs aussi, ils sont à mon avis avec des gants et des... Bon, son gant est devenu fluo. Ouais, non mais c'est vraiment de la chimie. Et alors heureusement, la Chine qui n'est pas complètement idiote, qui a le même problème, est en train d'imposer un standard où il y aurait des codes barres sur les batteries, où on pourrait savoir, sans trahir de secret industriel, grosso merdo, les proportions pour les retraiter. Encore une fois, la France est très en avance avec ces deux usines-là qui traitent 30% du marché, et ils espèrent garder ces parts de marché, parce qu'il y a plein de gens qui, eux, il y a tellement d'argent à se faire pour revendre les minerais. Tu as des pays beaucoup moins regardants, allez, on va brûler tout ça, on va envoyer des gens, tant pis, crèveront d'un cancer. Je caricature. Avec des contrôles qui sont plus ou voilà, moins, et qui pourront revendre. sérieux. Ces matériaux ont beaucoup de valeur. À ce stade, on est donc dans... Oui, ça, pour résumer, si vous voulez, ça se recycle et ça consomme de l'énergie, ça crée des fumées polluantes qu'il faut absolument savoir gérer, et on ne récupère pas tout. On récupère bien le cuivre, etc. Mais après, et d'ailleurs le taux exigé par l'Europe est de 70%, certaines usines disent nous on arrive à 85%. Donc voilà, rien n'est blanc ou noir. Je suis clair ou pas? Je vous embête avec ça, mais voilà, merci. C'est très clair. Est-ce que ce procédé de recyclage qui, on le voit avec ces fumées inquiètes, peut s'améliorer ou pas? Ou il se dit, Oui. au vu de l'art et de l'état de l'art aujourd'hui, hélas, on ne va pas pouvoir faire mieux. Non, alors il va s'améliorer pour une raison simple, et là ça rejoint la discussion qu'on avait tout le temps. Il y avait un mot de conclusion d'un des acteurs français, Saft, qui est associé avec Peugeot, qui fait surtout des batteries ultra haut de gamme pour l'aéronautique, pour la NASA, etc., mais qui connaît bien ce marché. Il a dit, écoutez, ce qui est en train de se passer, avec, comme on oblige les constructeurs automobiles à faire 95 grammes, donc à faire des voitures électriques, il y a une masse d'argent qui est en train d'arriver. Les milliards dont tu parlais, ils sont sur les productions de batteries. Et donc, avec l'extraction des minerais, pour le moment, c'est ceux qui en profitent, c'est l'industrie minière qui va chercher aussi là le questionnement sur l'extraction. Pas tous. Il y en a, c'est des désastres. C'est beaucoup plus sûr. Non, mais c'est toujours pareil, on englobe. C'est pour ça que j'essaie de... Il y en a qui essayent de... Les constructeurs l'ont compris. BMW d'ailleurs a dit, nous on va créer des filières d'extraction de miniers parce qu'ils ont compris que ça risque de leur retomber dessus. Ils vont exploiter justement des usines au Maroc et en Australie qui peuvent contrôler. Parce que Chine et Amérique du Sud... Et là-dessus, ça va Chili, contraindre à une transparence. Et la transparence, a priori, plus de vertu. Sauf que, ils te le disent tous, c'est très dur à contrôler. Parce qu'à partir du moment où tu sors la pierre ou le minerai d'une mine, le temps qu'il arrive dans l'usine qui va l'assembler en Chine, Il y a une quantité 10 intermédiaires. 10 intermédiaires. Et là, moi j'avais lu, je pense comme vous, il y a beaucoup de choses qui sortent, qui disent ouais c'est dégueulasse, on exploite les enfants pour l'industrie minière. Moi je le lis comme... Malgré les précautions qu'on peut Voilà, prendre. et c'est drôle parce que j'ai posé plusieurs fois la question, on s'est dit oh là là, lui c'est un intermondialiste, etc. Non, parce que les gens étaient... Et je suis allé parler après avec un géologue qui était passionnant, très jeune, qui m'a dit non mais en fait voilà, il faut que vous compreniez, effectivement, sur le cobalt, on le sait, 80% de la production pratiquement mondiale vient de la République démocratique du Congo, et 80% viennent de mines qui sont à peu près contrôlées, qui sont, on va dire, qui répondent aux normes. Sauf que le cobalt, il y en a à peu près, là aussi je m'excuse, j'ai des bêtises, mais à peu près 3% dans la roche, et tu as des mines clandestines, parce que ça vaut beaucoup d'argent, donc des familles, des gens qui vont aller, si tu veux, effectivement avec femmes et enfants, et ça leur donne du boulot, parce que là on te montre toujours le pire, je ne dis pas que c'est bien,
Et ils vont aller chercher ce cobalt au marché noir. Ouais. Et en gros, ils vont à la sortie de l'usine, si tu veux, où ils le donnent à un intermédiaire. C'est comme l'or ou le diamant, si tu veux. Et ils t'apportent leurs grammes de cobalt, hop, on les paye, t'es gentil. Et puis ensuite, c'est dans le même camion. C'est intégré dans le camion et personne ne le voit. On en est là. C'est-à-dire que non, c'est pas vrai de dire que toute l'extraction est faite par des enfants et que c'est dégueulasse. Oui, c'est vrai qu'il existe certaines mines absolument pas contrôlées. Parce que même, il y avait des gens chez Shaft qui me disaient, mais c'est très dur, il faut qu'on se paye des sociétés qu'on va payer pour aller contrôler. Mais si tu veux, quand il y a le contrôle, tout le monde est au courant, tout le monde est bien, mais tu peux pas. Il suffit qu'une matière première monte. Il dit, il y a plein de gens en Afrique qui s'inventent miniers. Ils vont prendre un truc, ils disent ça a de la valeur. J'ai envie de dire, c'est comme les gens qui volent le cuivre, tu sais, sur les rails, qui n'en ont rien à foutre pour les trains qui passent, qui vont aller revendre le cuivre. Il y a eu plein de problèmes, le cuivre a tellement monté. Voilà, donc ça pose plein de choses. Et je vais terminer là-dessus aussi, parce qu'on le dit partout, c'est que cette demande massive de minerais fait qu'il y a déjà des alertes sur la disponibilité des minerais. Même Elon Musk a dit, mais on ne va pas avoir assez de minerais par rapport au potentiel de batterie qu'on nous promet. Alors pour le moment, les sociétés minières, on y va parce que justement, il y a tellement d'argent. Tout le monde devient fou. Bon, j'arrête de tenir le crachoir, je vous laisse réagir. Je suis clair ou pas? C'est super objectif, oui, c'est très très bien. Mais moi, ça m'a passionné, je voulais le partager avec vous. Une dernière petite observation, on en avait parlé au BO. Il y a différentes définitions des terres rares. Ouais. Ça, c'est intéressant. Oui, alors j'oublie toujours parce qu'il y a en fait à la fois les terres rares d'un point de vue géologique et puis les terres rares d'un point de vue économique, si tu veux. Même moi, je me suis perdu un peu, mais suivant la façon dont tu prends, il y a certaines terres rares qui ne sont pas si rares que ça. Elles portaient le nom de terres rares parce qu'elles étaient peu utilisées dans l'industrie, tout bêtement. Ouais, elles n'ont pas de valeur. Non pas parce qu'elles étaient insuffisantes en quantité, voilà, mais parce qu'on les employait, elles étaient sous-employées. Parce qu'on n'en avait pas beaucoup besoin. Mais juste une dernière chose que j'ai appris, on parle toujours du lithium. Alors, il faut savoir que du lithium, il y en a partout, c'est ce qui t'explique le géologue. Mais en tellement petite quantité, il y en a dans l'eau, ça coûte trop cher à l'extrême. Et effectivement, il y en a beaucoup, je ne vais pas dire de bêtises, je ne sais plus si c'est le Bolivie ou la Chili. Le Bolivie ou le Chili, on en a beaucoup parlé. Mais là, ils ont des hauts plateaux où, en fait, même pour l'extraire, c'est comme les marais salants, tu dois mettre ces roches, ne me demandez pas pour obtenir, on les met dans de l'eau, et par évaporation, ça va être plus facile de récupérer ces minerais qui ensuite vont être, on appelle ça les sels, vont être des sels de minerais de très haute valeur. Sauf qu'il faut tellement d'eau que, ça on me l'a dit à la fin en off quand je l'avais demandé, il manque d'eau dans ces pays-là. Ils ont créé, ils pompent de l'eau dans la mer, ils ont créé plus de 180 km de léoducs avec des turbines, je ne dis pas, qui envoient de la flotte, dessalée, pour qu'il y ait assez d'eau. Et en fait, les compagnies minières payent des droits à utiliser de l'eau, pas le pauvre paysan qui est à côté, pour pouvoir faire ces décantations d'eau. Tu vois, enfin bon, on rentre, et comme c'est loin de nous. Non, mais il y a des tragédies locales. Voilà, ouais, alors j'en termine parce que ça aurait pu être la news, mais on a tous entendu que la France et l'Allemagne ont signé un accord pour créer l'Airbus de la batterie, c'est-à-dire au moins contrôler et la fabrication et la chimie, etc. Mais les minerais, il faudra de toute façon les faire venir. Et c'était le mot de la fin de Saft. Il disait, vous savez, le problème, c'est de la chimie, les batteries, mais c'est très long à développer. Il dit, oui, il y a plein de promesses. Il dit, sauf que là, la demande, on doit répondre tellement vite à la demande dans les années à venir, tu vois, pour que Volkswagen sorte ses voitures. Il dit, c'est le lithium-ion qui va continuer à être majeur, c'est ce qu'on cherche, parce qu'on sait faire. Oui, on améliore, oui, on va mettre des batteries solides, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de liquide entre l'anode et la cathode, pour que, voilà. Mais il dit, le problème, c'est qu'on rajoute des tas d'autres minerais pour que ça tienne mieux. Et c'est vrai que les problèmes de charge rapide sont très compliqués. C'est moins compliqué quand tu as des charges lentes. Et il dit, là, dans les 10 ans à venir, encore une fois, il y a tellement d'argent que tout le monde y va en chantant. Et comme m'avait dit une fois Carlos Tavares, on se réveillera peut-être dans 10 ans. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a certaines méthodes de production qui restent, si tu veux, et pour moi, pour résumer, je pense que l'enjeu des constructeurs, mais de tous les producteurs dans le monde demain, ça va être d'être capable de, un peu comme on a tracé, tu sais, après la vache folle, toute sa chaîne de production pour que nous, en tant que consommateurs, on puisse dire, ouais, je préfère choisir lui, pour terminer, parce que j'ai une visibilité plus forte sur la qualité. Sur la qualité, les constructeurs le savent, hein, mais c'est très compliqué de mettre les process, parce qu'on parle de process, qui contrôlent quoi, et de faire face au marché noir. Dernier chiffre, 16% de la consommation électrique mondiale provient de l'industrie minière. C'est terminé, je vous laisse parler. Après, il faudrait que pour ta recharge aussi, tu saches est-ce que c'est une usine à charbon, une centrale nucléaire qui produit mon électricité. Alors ça, c'est aussi un tout autre débat Voilà. sur la production en elle-même d'électricité. Julien,
qui râlent dans nos batteries. J'ai bien parlé. Non, Mais il y a c'est plein de- clair. Non, mais non, c'est super clair. Mais par exemple, hier soir, il y a un nouvel article qui disait que en Chine, ils ont de nouveau découvert, il y en a partout un peu, mais du lithium, mais de façon assez simple. Donc, vu que c'est simple et moins cher, l'un dans l'autre, le recyclage perd de son intérêt parce que c'est plus cher de recycler. Donc en fait, à mon avis, on va être sur plusieurs années sur un long truc comme ça où ça va être est-ce que c'est mieux de recycler, est-ce que c'est mieux d'extraire les grosses batteries, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ou on a eu un petit observateur, je crois que c'est Pierre-Luc, je ne sais jamais si c'est lui Pierre ou Pierre-Luc, qui est venu encore hier, qui dit en fait l'un dans Il l'autre. fait des études d'électricité. Ouais, non, mais Ah, c'est notre professeur d'électricité. Et, C'est électromane. Et il est effaré qu'il y ait des batteries aussi grandes. Effectivement, une batterie peut-être de 30, 40 kWh avec une voiture très très légère peut faire une belle autonomie. Et après, je suis pas sûr, enfin moi ça c'est personnel, mais qu'on a besoin des autonomies gigantesques. Je pense que si on arrive à se charger réellement et que ça fonctionne en 25 minutes, si ta voiture fait que 300 km On s'en fiche. l'un dans l'autre, et ça permettrait d'extraire moins de métaux ou de mieux gérer tout le reste, quoi. Enfin, le côté vertueux, il faut qu'il soit sur de façon vertueuse, mais de façon globale en fait, parce que c'est compliqué d'être vertueux. Autre chose que j'ai appris, parce qu'on le lit beaucoup, la seconde vie des batteries. Moi, j'y allais en disant super, toutes ces batteries, beaucoup de gens, et Renault d'ailleurs était là, il y avait quelqu'un, ils présentent tout un projet, ils ont repris des batteries qui étaient dans les Nissan, qui étaient dans les Zoé, on peut les mettre en unité de stockage dans un hôpital, et ça marche, voilà, et ça marche très bien. Sauf que, c'est drôle, on voit bien qu'à chaque fois il y a différentes lectures, là il y avait des économistes qui étaient là, qui justement, eux parlaient de dire, voilà, alors on parle de tonnes en fait, il faut comprendre, je crois qu'aujourd'hui, le marché de la batterie lithium-ion, j'ai plus les chiffres, mais vous comprenez, c'est peut-être 4, 5 000 tonnes ou même 10 000 tonnes. La batterie au plomb, c'est 350 000 tonnes traitées par une usine, tu vois, donc on est encore sur des tout petits chiffres. Et ils disent justement, en revanche, on pense qu'il y aura 30 millions de tonnes en 2028, donc tant d'argent. Mais ils disent, mais la seconde vie, eux, en tant que, tu sais, cabinet McKinsey dans leur costume, on n'y croit pas une seconde, parce qu'il dit, la valeur des métaux sera telle qu'il vaudra mieux, peu importe le modèle, recycler, récupérer, remettre ces métaux dans le système, parce que là, ça a une valeur, en gros, ça rapporte 10, alors que amener le truc au CHU de Poitiers pour qu'il ait, t'as vu, tu veux ma Nissan, ça rapportera 10 fois moins. Non, mais je suis volontairement. Ah ouais, alors moi, mon truc, il s'est écroulé, tu vois. Parce que là, dans le discours du Green, on dit c'est super, j'ai ma batterie, j'ai gagné les trucs. Eux n'y croient pas. Ça veut dire qu'ils ont raison, hein. On en revient au discours de départ. Qui va trouver la bonne solution entre peut-être moins de batterie, plus de... C'est hyper intéressant, et Volkswagen pour sa voiture pour tous accessible électrique, ils ont encore, il y a 2-3 jours, il y a eu un article comme quoi ils ont du mal à avoir assez de batterie. Et de minerais, et après pareil au niveau des coûts, ils ont du mal à avoir leurs tarifs peu chers pour tout. Il y a peut-être quand même une façon de se réjouir, c'est que tout le monde étant là, tout le monde réfléchissant, il y a toujours une émulation. Et de l'émulation et des compétitions, généralement, quand on voit sur la conquête spatiale par exemple, les êtres humains deviennent très intelligents et ils réussissent toujours à surmonter les obstacles. Donc là on est dans le dur, et moi je suis très confiant, je me dis que dans 10 ans on en reparle. C'est amusant parce que moi je ne sais pas vous, mais à la lecture de tout ça, c'est un café garage. Mais l'hydrogène... oui, tu reviens. Je me dis, mais en fait, parce que l'hydrogène, il n'y a pas besoin de grosses batteries, puisqu'en fait on met du gaz ou du liquide qui alimente une pile à combustible, me semble beaucoup plus vertueux. Alors oui, il faut le produire de façon propre. C'est le pari de Toyota. Oui, voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup d'analyses d'ailleurs qui disent que finalement la batterie électrique ne sera qu'un entre-deux pendant 5-10 ans. Mais encore une fois... À mon avis, on va avoir 10 ans d'électrique. Enfin, je sais pas, je dis pas que j'ai raison, mais peut-être que dans 10 ans, effectivement, l'hydrogène, les coûts vont baisser. La Chine aussi maintenant commence à avoir des bus à hydrogène et tout ça, donc ça commence à arriver. Le souci en fait de tout le problème de l'électricité de manière générale en dehors de voitures, même pour l'énergie verte dans les îles, tout ça, c'est le stockage. Le stockage, c'est un vrai problème à tous les niveaux, parce qu'en plus ces batteries c'est 10 à 15 ans, mais elles prennent de la place, il faut qu'elles stockent. Il faut qu'elles aillent à une certaine vitesse. Pareil, une Tesla, si tu t'amuses à accélérer à fond, faire que des supercharges, ça va pas lui faire du bien. Moi, ce que je pense surtout, c'est qu'il faut arrêter de se dire c'est ça ou ça en fait. C'est un ensemble en fait. Et en fonction de l'utilisation, des conditions dans lesquelles tu utilises, la voiture électrique sera intéressante, comme la voiture essence peut l'être, ou de l'hybride, ou de l'éthanol, ou de l'hydrogène. Et finalement, parier sur un seul et concentrer tous les efforts dessus, je trouve ça assez stupide. Voilà. Il y a des constructeurs qui ont bien fait les choses, qui ont aussi bien développé. Toyota, ils ont développé de l'électrique, ils ont développé de l'hybride. Hyundai, ça me fait mal au cœur de dire à chaque fois que c'est un Coréen. Voilà.
Et les Coréens, voilà, les Coréens et les Japonais sont bien à travailler sur toutes les possibilités. Et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire parce que voilà, ils ont tous dit. Possibilités. Il y en aura peut-être d'autres qui vont naître et on ne les connaît pas encore. Ils ont tous dit à cette journée sur les batteries, ils ont tous dit le législateur oblige les constructeurs à faire de l'électrique. Tous les ingénieurs. En fait, on a tous dit à tout le monde, les gars, on l'a déjà dit plein de fois. Pour le grammage et le truc, pour que ça revient au sujet de la vie. Voilà. Vous n'avez pas le choix, les gars. Si vous voulez toujours exister, vous devez. C'est pas eux qui. Voilà. En 2021, tu as les toutes premières normes, justement, on va payer des amendes. Certaines sont. C'est plus que le bénéfice net des entreprises. Donc certaines vont être tapies, quoi. Et tu as notamment, j'ai tous les chiffres, c'est en milliards d'euros d'amende pour certains, si on tient compte des chiffres de 2018, c'est-à-dire sur la moyenne des CO2. Et en plus, cette moyenne de CO2. On l'a déjà dit plein de fois, on en a déjà parlé. Non, mais Cédric a raison, mais vous avez lu dans le Financial Times, on peut baisser les amendes si on a le t-shirt POA, toute l'équipe, à 25 € frais de port compris, qu'on paye par PayPal, mais tout le personnel l'est. Tu as le t-shirt, mais c'est vrai, ça et l'autocollant. Non, en revanche, on en envoie à Tavares. Non, mais c'est vrai, alors moi je le fais, voilà. J'en envoie à Tavares, j'en envoie à tout le monde. On sait jamais. Non mais c'est vrai, ça porte j'ai juste hâte de voir cet été, parce qu'en fait, c'est ce qu'on en parlait à Cédric, c'est la première fois qu'il y aura autant de voitures électriques sur les routes cet été, pour les vacances. Et il faut vraiment tout le réseau. Mais par rapport aux années d'avant, c'est encore pas beaucoup. Mais non, mais ça va être vachement intéressant. On fera un point en septembre, comment ça s'est passé. C'est ça qui va être intéressant. Certains industriels, justement spécialistes de la recharge, qui connaissent, nous ont dit putain, on croise les doigts pour que ça marche et qu'il n'y ait pas d'embouteillage et que les mecs se disent putain, mais pourquoi ça marche pas? Parce que l'expérience que vous avez hélas vécue. Imagine, t'as 2 livres devant toi qui sont en train de se recharger. C'est l'été, on ne peut pas se planter, quoi. Ouais, tu vois, parce que ça nous fait une contre-publicité.